Bonjour et bienvenue donc dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler des douleurs abdominales, douleurs du ventre. Je suis Capucine, je suis ostéopathe, je suis avec le Dr H, dermatologue et spécialiste en médecine interne, qui est un peu la médecine interne, c'est un peu le Dr House de la médecine, c'est celui qui est un expert du diagnostic et c'est ce que j'apprécie tout particulièrement avec le Dr H, c'est vraiment cette ouverture d'esprit et un esprit d'enquêteur de la médecine, et on va voir que dans les douleurs abdominales, il faut vraiment être un enquêteur parce que ça peut venir un petit peu de partout. Déjà, la première chose, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de gens qui ont mal au ventre. Et la première chose à se poser, c'est est-ce que ça vient vraiment du ventre ou est-ce que ça peut venir d'autre chose ? Oui, c'est la première question à se poser avant de faire des investigations. Beaucoup de gens ont mal au ventre, ils voient leur médecin, ils voient le gastro-entérologue, ils voient peut-être le spécialiste de médecine interne. Bref, on voit beaucoup de médecins pour ça. Mais avant tout, est-ce que les douleurs viennent vraiment de l'intérieur ? Ou est-ce qu'il s'agit, par exemple, de douleurs projetées ? C'est-à-dire que vous pouvez avoir une maladie neurologique de la moelle ou tout simplement des nerfs coincés et qui entraîne ce qu'on appelle une radiculalgie, c'est-à-dire une douleur qui fait le tour et qui va donner, du coup, des douleurs projetées en avant. Donc il faut que le médecin commence à vérifier cela. C'est assez facile, il va palper la peau et il va s'apercevoir que les douleurs sont plutôt dans le tissu cutané, dans les muscles de la paroi abdominale, qu'il y a des troubles sensitifs, dysesthésiques, bref, plutôt un tableau neurologique que gastro-intestinal. Est-ce qu'il y a d'autres causes qui ne sont pas digestives, qui pourraient causer des douleurs abdominales ? Oui, il existe des maladies générales qui n'ont rien à voir avec l'intestin et qui vont donner des douleurs. En général, ces symptômes sont stéréotypés avec des crises qui reviennent toujours un peu la même chose. Et bien sûr, on a des patients, par exemple, qui ont été opérés maintes fois. Parce que à chaque fois, le tableau clinique est un tableau inquiétant de péritonite, choses comme ça, alors qu'en fait, il s'agissait d'une maladie générale, par exemple une porphyrie aiguë intermittente qui va donner des douleurs abdominales. On raconte également qu'il peut y avoir des épilepsies à forme digestive, c'est-à-dire que c'est dans le cerveau que les choses se passent et il va y avoir une douleur projetée au niveau de l'abdomen. Donc, à un moment donné, tous ces cas ne sont pas exceptionnels, ils existent, il faut les évoquer en tant que médecin pour ensuite faire les examens à bon escient pour ce malade qui a mal au ventre. Donc c'est plutôt exclure ces choses-là. Exclure ces choses-là. Et puis ensuite vérifier que c'est bien digestif. Donc on va avoir des signes, si vous avez mal, vous allez avoir des signes digestifs associés. Quels vont être ces signes ? Oui, il va être important de préciser les caractéristiques de la douleur, la durée des crises, comment les choses se passent. Est-ce qu'on a une sensation de torsion, de brûlure, de coup de poing dans le ventre ? On a plusieurs sensations. Également, voir les douleurs par rapport au repas, par exemple, ou la nuit. Est-ce que les douleurs sont toujours rythmées par un repas ? D'autre part, on va chercher les fameux signes associés, qui sont des ballonnements. Les ballonnements, cette sensation de plénitude intestinale, le ventre gonflé, parfois même des femmes, qui sont d'ailleurs plus souvent sujettes aux douleurs abdominales que les hommes. Ces femmes qui vont me dire « j'ai le ventre comme une femme enceinte », ventre tellement tendu, des gaz bien entendu, qui sont importants et qui témoignent parfois d'une cause bien particulière, on le verra. Et puis, si ce signe existe, il est très important, la présence de glaires dans les selles. Qu'est-ce que c'est des glaires ? C'est comme du blanc d'œuf, c'est de la gelée. Ça témoigne d'une inflammation ou d'une exsudation dans l'intestin. Et puis, ça peut s'accompagner de diarrhée ou de constipation. Les deux ont la même valeur. Que vous ayez telle ou telle maladie, vous pouvez, pour cette maladie, soit être constipé, soit être diarrhéique. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir aussi des tableaux plus graves derrière ? Bien sûr,
on a des tableaux pseudo-chirurgicaux, c'est-à-dire qu'on est presque prêt à aller faire opérer cette personne. Alors, quand on a ces douleurs abdominales, soit elle est aiguë, c'est une seule fois, et je raconte cette dame qui est arrivée pour une douleur de l'épaule, et en fait c'était dans le ventre que ça se passait. Quand on appuyait sur le ventre, elle avait mal au ventre, et en fait, elle avait une autre localisation de sa douleur qui était au niveau de l'épaule. Donc il faut bien faire la part des choses. Cette douleur abdominale est-elle bien localisée à l'abdomen ou y a-t-il d'autres symptômes associés? Dans ce cas présent, c'était juste un ulcère de l'estomac qui se perfore, et donc dans ces cas-là, on aura mal à l'épaule et on aura mal au ventre en même temps. Ça, c'est un épisode aigu, ce ne sont pas les douleurs chroniques. Souvent, ce qu'on va avoir, c'est des gens qui ont mal au ventre et ça s'est installé progressivement, d'année en année, et ça s'aggrave avec le temps jusqu'à ce que ça devienne suffisamment désagréable pour encourager à consulter pour ça. Et dans ces cas-là, il y a d'autres choses qu'on peut évoquer et qui, ma mère le faisait quand j'étais petite, mais qui aujourd'hui est beaucoup moins fait, c'est de la présence de vers intestinaux qui peuvent être vraiment quelque chose qu'il faut surveiller. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on fait beaucoup moins aux enfants et à nous et nous-mêmes adultes. Quels signes on va avoir? Alors effectivement, on va se poser la question de se dire, il y a une maladie de l'intestin. On va partir sur cette hypothèse. Avant de faire des examens endoscopiques, qui auront soit la chance de montrer des lésions, soit la malchance de ne pas en montrer, n'écartant cependant pas des diagnostics, on va réfléchir. Et si, dans cet intestin, depuis le début, de ce tube digestif, il y avait des microbes? Et si on regarde au niveau le plus distal, est-ce qu'il y aurait des parasites, par exemple? Or, les parasites, on s'aperçoit que c'est fréquent. Certes, ce n'est certainement pas l'ascaris, quoique beaucoup de gens ont eu une ascaridiose, un ascaris. Et comment on va s'en apercevoir? Parce que quelque temps plus tôt, ils ont eu une pneumonie. Vous savez qu'il y a un cycle du parasite qui passe par le poumon et par l'intestin. Donc si le malade vous apprend, ou parce qu'il a eu la bonne idée de tout garder ses ordonnances et de vous amener le dossier complet, vous feuilletez et vous voyez que 3 mois plus tôt, il y a eu des antibiotiques pour le poumon et la prescription d'une radiographie pulmonaire. Vous pouvez vous dire, attention, c'était peut-être une ascaridiose. Et puis, sur ces prises de sang, vous pouvez voir aussi une augmentation de certaines cellules, des globules blancs éosinophiles, que vous n'allez pas voir le jour où il consultera pour ça. C'est parfois 2 ans, 5 ans avant que vous voyez cela. Et donc, ces parasites vont donner d'autres symptômes. Ils peuvent donner des ballonnements, des gaz. Mais chez la femme, ces femmes-là ont souvent eu des cystites. Docteur, je fais des infections urinaires à répétition. Et quand vous regardez les analyses d'urine, il n'y a pas les signes de l'infection. Certes, il y a les microbes, mais le microbe ne définit pas l'infection. Pour qu'il y ait infection, il faut qu'il y ait globules blancs. Et sur ces analyses d'urine, il n'y a pas assez de globules blancs. Donc je dis à cette dame, ce n'était pas des cystites, c'était des pseudocystites. Et vous allez compléter votre interrogatoire sur la sphère génitale et demander est-ce que vous avez eu des mycoses. Ah ben oui, une femme qui a les muqueuses vulvaires et vaginales qui grattent va dire j'ai une mycose. Et ce n'était pas une mycose, c'était juste un prurite. Ah, prurite démangeaison, ça nous ramène aux parasites. Parce que ces parasites vont aussi donner des démangeaisons sur le corps. Parfois même de l'urticaire, voyez-vous. Et donc, vous avez des arguments pour une helminthiase. C'est le nom de ces vers, les helminthes ou les nématodes. Et si vous avez la chance que le malade vous dise, parce que vous lui posez la question, « Ah oui, il y a quelque temps, je me grattais le derrière, j'avais un prurite anal », alors là, vous avez tous les signes. Mais n'attendez pas d'avoir tous les signes, faites le traitement des preuves. Pourquoi? Parce que la prise de sang va vous répondre négatif. Pourquoi? Parce que la prise de sang n'est pas un bon examen. Parce qu'on dose des immunoglobulines qui ne sont pas celles qui sont augmentées en cas de parasites dans l'intestin. On dose des IgG alors qu'on attendrait des IgE. Et parce que les seuils, lorsque ce diagnostic a été fait biologiquement, on a mis des seuils très élevés en comparaison à ce qu'on pouvait trouver dans les selles. Or, ces parasites sont des parasites intestinaux
qui ne se retrouvent pas forcément dans les selles. C'est pourquoi les analyses de sel sont aussi négatives. Et donc, il faut le plus souvent se convaincre qu'il y a bien des vers, pour toutes les raisons que je vous ai données, et traiter. Et le traitement va être très efficace, faisant disparaître tout cela. Pour parler des autres microbes de l'intestin, Je vous pose juste une question parce que je pense que vous êtes nombreux également à avoir des enfants et les enfants jouent dans la terre, dans le sable et vont être sujets aussi à ces parasites intestinaux. Est-ce que vous conseillez de les vermifuger régulièrement ? c'est ce que beaucoup de familles faisaient par le passé. On vermifugeait régulièrement tous les 6 mois, tous les ans. Aujourd'hui, on a une médecine de plus en plus rationnelle, fondée sur les preuves. Mais malheureusement, les preuves que l'on exige ne sont pas les bonnes. Si on exige la présence d'un ver dans les selles, on ne les trouvera qu'une fois sur 10 et encore. Dans 10% des cas seulement, on trouverait des vers dans les selles, alors que toutes les autres personnes ont des vers dans l'intestin. Donc, oui, s'il y a des symptômes, faire un vermifugeage de toute la famille, bien entendu. Et souvent, moi j'ai souvenir de ma mère qui disait chez les enfants agités, mais c'est pas possible, t'as des vers. Donc c'était vraiment quelque chose qu'on faisait régulièrement chez les enfants. Et quand on trouvait des enfants agités, on les vermifugeait. Oui, il y a 3 circonstances chez l'enfant qu'il faut rechercher. C'est d'une part les troubles caractériels, un petit peu d'agitation, ces enfants qui n'arrivent pas à se calmer, qui sont hyperactifs, ils ont possiblement des vers. Ils ont aussi parfois un goût prononcé pour la terre, ils vont porter à la bouche de la terre. Ça, c'est un signe assez évocateur. Mais également, il y a 2 signes sur la peau qui sont importants, qui sont les dartres. Vous connaissez ces plaques un peu blanches, desquamatives, un peu un eczéma sec qui donne des dartres. On dit que classiquement, quand on a des dartres, on a des vers 1 fois sur 2. Et puis, il y a les verrues, ces petites verrues que les enfants ont. Eh bien, sachez que sur la base de preuves scientifiques, ces papillomavirus sont amplifiés, sont stimulés par la présence d'helminthes, de vers dans l'intestin qui diminuent l'immunité. Et donc, une femme ou un homme qui aurait des papillomavirus, non plus sur les mains, mais dans les organes génitaux, ce qui est beaucoup plus grave, doit absolument, mais ceci n'est absolument pas connu de quiconque, doit absolument traiter une vraisemblable helminthiase digestive. Donc, vous l'avez compris, les douleurs abdominales, une des premières choses à penser, c'est ces problèmes de parasites intestinaux. Avant de vous donner les autres problématiques et les autres solutions pour ces problèmes digestifs, si vous voulez aller plus loin, on vous a préparé une vidéo bonus que vous pouvez télécharger juste en dessous où on vous explique 5 vitamines et minéraux que vous pouvez prendre régulièrement dans votre vie pour vous maintenir en bonne santé, 2 habitudes également que vous pouvez mettre en place au quotidien pour améliorer votre santé. Donc maintenant, je me suis vermifugée, je vais mieux, mais ce n'est pas encore le top du top, j'ai encore un peu mal au ventre. Qu'est-ce que vous recommandez ? Alors, on a parlé de la contamination de l'intestin par des agents infectieux. Parmi ces agents infectieux, il est une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori, dont la découverte a permis aux inventeurs d'avoir le prix Nobel. Cette bactérie se trouve dans l'estomac, est une cause d'ulcère d'estomac, est une cause de cancer de l'estomac, mais aussi peut être la cause de douleurs, de brûlures, de gastrite, ou tout simplement même d'autres choses, d'acné rosacée. Si vous avez de l'acné rosacée et que vous avez même pas mal au ventre, votre médecin devra rechercher la présence de cette bactérie qui peut-être dans quelques mois vous donnera mal au ventre. Vous avez également d'autres situations, l'urticaire en particulier, il y a des causes liées à cette bactérie. Donc on doit la dépister, il y a un test biologique, soit respiratoire, soit prise de sang. Mais si votre intestin s'infecte, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que l'intestin n'a pas une paroi normale. Et c'est que cette paroi intestinale est enflammée. Et c'est là où arrive la complexité. Complexité de rechercher quelle est la cause de cette entéropathie. Eh bien, par certaines prises de sang, on va observer qu'il y a exsudation, par présence de protéines très importantes dans l'analyse des selles, cette fois, témoignant d'une inflammation, ce qu'on appelle la calprotectine, mais malheureusement, cet examen n'est pas remboursé parce que les cotations ont pris beaucoup de retard sur les connaissances médicales. On va doser vos immunoglobulines dans le sang et on va voir qu'elles diminuent probablement par
exsudation. Il va y avoir d'autres signes indirects dans le sang. Par exemple, si vous avez des anticorps qu'on appelle l'immunoglobuline A, qui tout en étant dans les valeurs normales augmentent progressivement, ça sera un signe qu'il y a bien une entéropathie. Bref, une analyse extrêmement soigneuse de toutes vos prises de sang, anciennes et récentes, va donner à votre médecin énormément d'informations pour une entéropathie. On va voir aussi que vous allez pouvoir faire des tests chez vous pour voir si c'est bien c'est une entéropathie en supprimant certains aliments. Et ça, c'est un test qui est gratuit que vous pouvez faire chez vous et qui vous permettra de faire l'expérience concrète de ce qui ne va pas et pouvoir faire les changements directement chez vous. Donc, dans ces entéropathies, qu'est-ce que je fais concrètement au quotidien pour améliorer ma santé? Alors, dans la grande majorité des cas, c'est une intolérance au gluten. Eh oui, ce gluten qu'on met partout aujourd'hui, en grande quantité, un gluten trop raffiné, bref, il n'y a plus la diversité des blés que nous avions. Ce gluten est partout et il va être toxique chez beaucoup de personnes. Des gens qui ont des prédispositions, parce qu'ils ont des problèmes articulaires, nous l'avons déjà vu, ou parce qu'ils ont eu des antécédents d'intolérance au lait qui s'est manifesté par des otites, rhinopharyngites, bronchites, bronchiolites, etc. Bref, ce gluten, il faut à un moment donné l'arrêter lorsqu'on a mal au ventre et qu'on n'a pas trouvé d'autre cause. C'est cela qui va faire le test diagnostique parce qu'il n'y a pas de prise de sang, sauf si vous avez la maladie cœliaque qui est assez rare, mais dites-vous bien que c'est les connaissances médicales et l'expérience qui vont permettre de savoir que c'est bien le gluten. Et tant qu'à faire, pendant ces 3 semaines de suppression du gluten, supprimer le lait, fromage, yaourt, crème, beurre, tout ce qui est produit de vache, et donc et gluten, et vous allez observer votre intestin, et dans la grande majorité des cas, vous allez mettre le doigt sur les causes qui sont ces intolérances. Alors, je sais que pour les personnes qui ont un régime alimentaire assez classique, vous avez l'impression qu'on vous a enlevé toute votre alimentation de base et ça vous paraît assez impossible de franchir le cap du sans lactose et sans gluten parce que c'est la base de l'alimentation en France. Mais vous pouvez ajouter étape par étape des nouvelles choses dans votre alimentation, tester des nouvelles farines comme la farine de riz, la farine de sarrasin, voilà. Et plutôt que de tout enlever, vous pouvez commencer par rajouter des choses. Et aujourd'hui, le rayon sans gluten est beaucoup plus large et vous trouverez plein de choses pour quand même manger des choses et pas vous limiter à la salade verte. Et vraiment, c'est une expérience que je vous encourage à faire si vous avez des douleurs abdominales. Vraiment, trouvez un temps où vous avez l'énergie de modifier votre alimentation, profitez de vacances ou de temps où vous avez un petit peu d'énergie parce que tout changement d'alimentation demande quand même un petit peu d'énergie, d'organisation, d'acheter des nouveaux aliments que vous n'avez pas l'habitude de cuisiner. Mais c'est vraiment une expérience qui en vaut la chandelle et surtout si vous avez mal depuis des années, c'est vraiment une nouvelle vie qui vous attend et n'hésitez pas à faire cette expérience, au moins ces 15 jours qu'on recommande et faites le bilan une fois ces 15 jours faits. Comment je me sens, comment est mon ventre, est-ce que j'ai plus d'énergie, est-ce que je dors mieux parce que vous allez avoir des effets collatéraux aussi, il n'y a pas que la digestion qui va aller mieux, il y a plein d'autres choses. Vous avez maintenant, dans 80% des cas, la solution pour vos problèmes digestifs, mais il se peut que, suite à cette expérience, vous ayez toujours des douleurs abdominales et il peut y avoir d'autres causes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ? Oui, il faut bien sûr se dire que tout ne se résume pas à cela, même si ce que l'on vient de voir est assez large. Vous allez certainement avoir la proposition d'endoscopie haute et basse que votre gastro-entérologue va vous proposer à bon escient. Et donc, vous aurez possiblement la possibilité de découvrir d'autres pathologies par ces examens. Mais également, 2 grands encore chantiers, j'allais dire. Pensez aux douleurs abdominales d'origine gynécologique, et notamment les endométrioses, qui donnent régulièrement mal au ventre. Il faut savoir l'évoquer, il y a des critères, mais là, ça va être la discussion avec votre médecin. Et puis, il y a les causes vasculaires que l'on connaît moins.
qui est en fait un ralentissement du circuit vasculaire, circulatoire dans votre intestin et qui donne une sorte d'angine de poitrine mais intestinale. Et vous aurez des douleurs, surtout après les repas, comme si l'augmentation d'activité de l'intestin n'était pas assumée par un flux sanguin suffisant et vous aurez des douleurs. Donc il y a toujours des choses à faire. Ce que j'aurais envie de dire, ne répétez pas les mêmes examens. Un examen normal a peu de chances d'être anormal la seconde fois. Allez en progression d'un examen à l'autre, et là, on finira par trouver la cause en sachant que, avant de faire les examens, il vaut mieux réfléchir, questionner, parce que la solution se trouve dans le diagnostic médical basé sur le questionnement et l'examen clinique avant tout. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère que ça vous aura aidé dans la prise en charge de ces problèmes digestifs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un like. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires et n'hésitez pas à partager cette vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées ou qui souffrent de problèmes abdominaux. Je vous remercie.